Bienvenue dans l'Écoute, le podcast porté par 16 mai où l'on parle de beauté avec justesse, d'expertise avec nuance et de soins avec conscience. Je suis Agathe Molinard, fondatrice de 16 mai, un appartement de soins et de consultation dédié à l'esthétique. Et dans ce podcast, je tends l'oreille à celles et ceux qui changent notre façon de prendre soin de nous et de notre peau. Aujourd'hui, on va parler de lumière, mais pas n'importe laquelle. Celle qui ne brûle pas, qui ne bronze pas, celle qui répare et qui prévient, la LED. Une lumière qui traverse la peau, qui parle à nos cellules et leur dit littéralement quoi réparer. Avec moi, Géraldine Decaux. Elle est la fondatrice de Light in Derm, un device qui associe lumière, massage et sérum pour améliorer la qualité de peau. Mais surtout, elle est l'une des pionnières dans la compréhension fine de ce que la LED peut réellement faire et ne pas faire pour notre peau. Alors, entre idées reçues, données cliniques et nécessité de prendre soin de soi, on va éclairer ensemble ce que cette technologie a de révolutionnaire quand elle est bien utilisée et ce qu'elle raconte en creux de notre rapport au vieillissement, à la prévention et à nous-mêmes. Bonjour Géraldine. Bonjour Agathe. Je suis ravie de te recevoir dans l'écoute. Ravie d'avoir cette conversation avec toi autour de la LED dont on nous pose beaucoup de questions, de pouvoir aussi explorer ce qu'est Light in Derm dont tu vas pouvoir nous parler. Avec grand plaisir. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots ? Alors Géraldine Decaux, moi j'ai bientôt 55 ans, je suis une maman de 3 enfants. Et effectivement, de par cette aventure qu'est Light in Derm pour moi, c'est vrai que je me définis souvent par rapport à ma peau. Tu vois, j'ai pris cette habitude parce que pour moi, la peau est un organe absolument central dont j'ai compris toute la sensibilité assez jeune, puisque quand j'ai eu 20 ans, j'ai eu un cancer de la peau, donc c'était effectivement plutôt prématuré, essentiellement lié aux UV. Et on m'a dit à ce moment-là, effectivement, il va falloir quand même gérer ce capital peau qui est déjà bien entamé et essayer de faire en sorte que cette peau dure le plus longtemps possible dans cet état de santé et de jeunesse optimal, on va dire, le plus longtemps possible, puisque moi, j'avais mal démarré. On peut dire ça comme ça. Ok. Avant qu'on plonge dans notre sujet qu'est la LED, j'ai une question que j'aime bien poser à mes invités. C'est de savoir quelle serait, selon toi, la définition de la beauté, enfin ta définition de la beauté. Alors en fait, Agathe, tu ne préviens jamais de ces petites questions surprises. Ma définition de la beauté. Alors pour moi, c'est quelque chose de très intime et personnel. Et moi, je trouve que les gens sont beaux quand je vois une certaine vérité qui s'exprime par rapport à ce qu'ils sont en réalité à l'intérieur. Tu vois, c'est drôle. Et je peux trouver des gens très beaux qui, plastiquement, sont pas forcément dans les normes habituelles de la beauté. Ce qui peut surprendre certaines de mes copines quand on va croiser quelques spécimens masculins dans la rue. Mais en fait, il faut que je les connaisse pour que ça fonctionne, tu me diras. Donc, c'est moins le cas. Mais oui, je trouve que c'est l'expression d'une certaine vérité, d'une certaine âme aussi, je trouve, qui passe dans un regard, qui va passer dans un sourire, qui va passer, je sais pas, dans une expression. Et je dois dire que, alors ça va être mon fil rouge, je suis quand même assez sensible à la peau, à la sensation, à la sensorialité que je vais trouver, et puis quand même à un certain aspect de peau. Et c'est vrai que je suis assez attachée quand même à la qualité de la peau, plus qu'à une norme métrée quelque part, tu vois, de traits qui seraient vraiment harmonieux, parce que respectant un nombre d'or ou autre, ou ça, je trouve qu'au contraire, on peut avoir des beautés objectivement jolies, mais qui sont finalement assez stéréotypées, qui, moi, me touchent beaucoup moins. C'est intéressant. On a parlé du nombre d'or dans un autre épisode, effectivement, et ce lien entre le nombre d'or et l'harmonie qui, finalement, n'est pas si évident sur le visage, notamment. Enfin, absolument. Voilà. C'est personnel, mais... tu l'as un petit peu évoqué quand tu t'es présentée, mais le Light in Derm, tu as inventé Light in Derm, dont tu vas pouvoir nous parler, mais pas dans une stratégie de produit, plutôt en réponse à un besoin personnel, d'une certaine manière. Est-ce que tu peux nous raconter comment, en fait, ce cancer de la peau dont tu viens de nous parler a été un élément déclencheur pour t'intéresser notamment à la LED et puis peut-être d'autres choses d'ailleurs? Absolument, oui. Ça a été une vraie mise en mouvement. Alors, ça démarre quand j'ai 20 ans, mais surtout, j'ai une récidive quand j'en ai
38 ou 40 à peu près. Et où là, je me dis, et pourtant, on m'avait bien expliqué qu'entre 20 et 40 ans, il fallait ne prendre aucun rayon de lumière, Soleil, notamment ouais. d'UV, etc. Et donc, j'ai bien appliqué à la lettre et je me dis, mais finalement, même en me protégeant, ça ne change rien puisque finalement, Ouais. ça recommence, hein, carcinome, mélanome. Et je me dis, bon, c'est quand même pas possible. Il faut, je peux pas être attendre passivement le coup d'après. Tu vois, c'était un petit peu ça. Tu sais, comme une épée de Trop Damoclès. difficile, en fait. Enfin, Ouais, et trop puis stressant. trop stressant. Et je me suis dit, il faut que je prenne les choses en main. Quoi que je fasse, il faut que j'agisse. Donc c'est parti de là. Et puis donc j'avais ça dans mon arrière-cerveau. Et puis et je rencontre donc je suis suivie par une dermatologue extraordinaire à Saint-Louis qui, pour la première fois, me dit mais tiens, j'y ai jamais pensé, mais en fait je vais quand même te passer sous les LED. Alors attention, rien à voir avec le cancer de la peau, bien sûr. En parallèle de ça, j'avais développé aussi une certaine sensibilité cutanée, donc j'avais des problématiques inflammatoires. Et elle me dit, toi qui ne prends justement aucun rayon de lumière, donc bien sûr pas les UV, et ça c'est une bonne nouvelle, parce que c'est la mauvaise partie de la lumière, mais tu prends pas non plus la bonne partie de la lumière et plein d'autres, qu'on appelle longueur d'onde ou plein d'autres couleurs, plein d'autres lumières, qui sont hyper importantes pour ta peau. Donc finalement, tiens, allez hop, elle me fait passer. À l'époque, il y a vraiment que les dermatologues qui sont équipés comme ça. On est en 2012. Elle me fait passer sous ces panneaux de LED. Et qui me font effectivement beaucoup de bien. Et je lui dis, mais je ne vais pas quand même revenir tous les matins chez toi, Saint-Louis, à attendre 3 heures. Donc, elle me dit, mais écoute, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait se miniaturiser. En plaisantant, elle me dit, t'as qu'à te le fabriquer. Et surtout, elle me dit, mais si j'étais toi, je ne m'arrêterais pas là parce que la lumière, c'est très intéressant en tant que tel. Mais à cette époque-là, il y avait plein de publications scientifiques d'un biologiste qui a ensuite eu un prix Nobel, d'ailleurs, pour sa découverte, qui s'appelle Aziz Sankar, et qui, lui, a démontré que si tu associes certaines longueurs d'onde, en l'occurrence du bleu, avec une photoliase, qui est une enzyme de réparation, tu peux réparer les dégâts de l'ADN causés par les UV. Ah oui, ok. Et là, tu sais, les petits frissons, je me dis, mais Ouais. waouh, mais moi, c'est mon sujet, en fait. Si je pouvais réparer en continu ces dégâts liés aux UV, et je me suis dit, ça a vraiment sonné comme une évidence. J'attendais, tu vois, ce moment de reprendre mon destin en main, et il s'est présenté avec cette idée-là. Et je me suis dit, bah go, j'y vais. Donc, tu as miniaturisé les fameux panneaux de LED qu'on retrouvait chez ta dermato, qu'on a aussi aujourd'hui dans beaucoup de centres esthétiques, pour créer un device à la maison auquel tu associes du sérum, du massage. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots avant qu'on plonge dans la LED techniquement ? Oui, bien sûr. Alors, oui, peut-être juste en 2 mots, c'est vrai que je ne l'ai pas développé toute seule parce que c'est quand même assez complexe. D'abord, je tenais à avoir vraiment un expert scientifique, donc c'est mon cofondateur qui est un professeur de biologie cellulaire, de médecine régénérative, ex-directeur du CNRS. Et donc, on a vraiment co-développé ça tous les deux. Et donc, on a avancé sur la partie à la fois scientifique, bien sûr, pour qualifier les longueurs d'onde, les actifs d'intérêt, etc., et comment on trouvait des synergies entre les deux. Et puis, évidemment, on a dû développer aussi le système qui se présente donc comme un appareil. Donc, il faut imaginer un appareil portable qui se tient dans la main, dans lequel on vient insérer une capsule de sérum, puisqu'il faut que ce sérum soit traversé par la lumière. Donc, les parois de la capsule sont des guides lumière. La lumière passe à travers les parois de la capsule et ensuite diffusée par une bille. Donc, cette capsule, elle est terminée par une bille. Donc, la lumière est diffusée par une bille. Et cette même bille diffuse aussi le sérum qui est contenu à l'intérieur. Donc, on a cette double diffusion, sérum-lumière. Et cette bille qui a quand même toutes les fonctions du monde, mais notamment une troisième, qui est celle de venir masser la peau. Puisque comme un roll-on, elle va venir effectivement masser la peau, diffuser la lumière, le sérum et masser la peau. Voilà comment ça marche. C'est très complet. Tu disais que ça t'avait fait du bien de faire ces séances de LED. Tu vas nous expliquer ce que ça t'a fait, mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la LED ? Parce que je trouve qu'on entend beaucoup de choses. Les gens confondent les UV, la LED, la lumière bleue des écrans. Enfin, tu vois, il y a une espèce de confusion, je trouve énorme, et j'ai envie qu'on mette une vérité un peu sur tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est et quelles sont les différentes longueurs d'onde ? On pense aussi un peu, je trouve, à des choses un peu gadgets, mais en fait, ça ne l'est pas du tout.
Non, non, ça l'est pas du tout. Alors, LED, en fait, c'est Light Emitting Diodes. Donc, c'est des diodes qui émettent effectivement de la lumière. Et c'est une lumière particulière puisque c'est une lumière qu'on appelle incohérente. C'est-à-dire que un laser, c'est un faisceau très, très, très précis. On va être sur une longueur d'onde 532,2 nanomètres et tout le faisceau est concentré sur cette valeur-là. Alors que dans le cas de la LED, le faisceau est quelque part plus large, ce qui lui permet d'être moins destructeur. D'abord, il est moins puissant, mais aussi il est plus large, donc il est moins concentré, il est moins destructeur. Et contrairement au laser, mais que tu maîtrises parfaitement, qui est là soit pour brûler ou en tout cas pour créer des dégâts qui vont être réparés ensuite par les cellules à côté. Dégâts volontaires. Dégâts volontaires, bien sûr, Ouais. qui est dans une vraie stratégie de réparation ensuite. Hein. Mais on va venir effectivement, le principe, c'est de venir causer ces dommages-là. Dans le cas de la LED, on est vraiment dans le cas d'une stimulation on va dire, de mécanismes biologiques existants. Et on peut faire le parallèle avec la photosynthèse des plantes. J'aime bien le faire parce qu'on se souvient bien de la science nat, où effectivement on a besoin de cette énergie lumineuse qui va venir transformer ces molécules de CO2. Donc, on va garder le carbone pour fabriquer de la matière feuille et puis on va libérer l'oxygène. Mais effectivement, la lumière participe à cette énergie c'est cette énergie métabolique qui va permettre de produire cette matière. Donc, c'est un peu pareil. Enfin, le parallèle est même tout à fait juste pour les humains. C'est juste plus complexe. Mais effectivement, on est dans cette même logique d'une lumière qui va venir activer un mécanisme métabolique, alors qui va pouvoir faire plein de choses. Hein. J'ai parlé de la reproduction du collagène en l'occurrence, mais qui va pouvoir venir faire plein de choses. Donc, on va venir stimuler. Alors, c'est très précis ce qu'on vient stimuler exactement. Il faut imaginer des petits panneaux solaires au niveau de tes cellules. Et on va venir stimuler ces panneaux solaires qui sont appelés photorécepteurs ou chromophores, hein, un peu plus techniquement, qui sont en tout cas, ces panneaux qui vont transformer cette énergie reçue qui est une énergie de la lumière, en un potentiel de réparation, de reproduction, de n'importe quel job que la cellule est censée faire. Sur tout type de cellules et avec des longueurs d'onde différentes. Je sais qu'il y a différentes couleurs de LED. Est-ce que tu peux nous expliquer les différences ? Alors effectivement, il y a plusieurs longueurs d'onde. Celle qui est la plus connue, c'est la lumière rouge. Bon, d'abord parce qu'il y a eu beaucoup d'études et c'est celle qui est le plus exploitée. Et effectivement, cette lumière rouge, elle va toucher un photorécepteur bien particulier qui est au niveau de la mitochondrie. Donc la mitochondrie, c'est l'usine à énergie de ta cellule, notamment au niveau du fibroblaste. Il y a beaucoup de gros mots, mais celui-là, cette cellule-là, c'est la cellule du derme. C'est celle qui est responsable notamment de toute la production du derme et des protéines du derme comme le collagène, l'élastine, etc. Non, c'est pas un gros mot. C'est celle qui quand même nous permet d'avoir une peau tonique, dense, notamment en tout cas. Exactement, c'est vraiment la cellule la plus importante du derme. C'est un peu celle qui fait tout. Et donc c'est au niveau de l'usine à énergie de cette cellule-là, de ce fibroblaste, qu'on a ce chromophore, il s'appelle cytochrome C oxydase, qui va être très sensible, qui va être activé en tout cas par cette lumière rouge et déclencher plusieurs actions possibles, dont cette action de stimulation de la production ou de la synthèse de l'ensemble de ces protéines du derme, donc collagène de différents types, la laminine, l'élastine, la fibrilline. Voilà, on a énormément de protéines au niveau du derme qui sont synthétisées par ce fibroblaste grâce à la lumière. Et est-ce qu'on réagit tous de la même manière à ces lumières ? Ou est-ce que, peut-être en fonction, je ne sais pas, de l'âge ou autre, on a une réaction qui va être plus ou moins forte ? Parce que ce que je trouve intéressant, c'est de se dire qu'en fait, là, avec la LED, on vient réactiver naturellement. En fait, exactement. Améliorer, on va dire, l'état de nos cellules et de notre peau de manière très naturelle. Mais est-ce que la réaction est la même chez tout le monde ? Alors, hyper intéressant. Elle n'est pas la même chez tout le monde. Et ça, on l'a vu au niveau cellulaire quand on a fait nos études sur nos tapis cellulaires. Donc, on illuminait directement ces fameux fibroblastes. Donc, on a vu qu'effectivement, et là, on avait des fibroblastes jeunes, âgés, puisque on les tire de vraies personnes. Donc, tu peux savoir quel âge ils ont, tes fibroblastes. Et effectivement, on n'avait pas forcément la même réaction. Donc ça, on l'a vu. Puis on l'a vu aussi dans nos études cliniques où finalement, selon... alors, c'est pas forcément... C'est essentiellement... C'est difficile à dire. C'est plutôt en fonction d'un état physiologique de la peau, mais je pourrais pas donner de caractéristiques parce que là, pour le coup, je sais que
concrètement, dans toutes nos études, on avait, on va dire 50%, entre 45 et 50% de très, très répondeurs, avec des résultats vraiment visibles à l'œil nu, où on se disait vraiment waouh. Ouais. Ensuite, j'avais une 30-35% pour aller jusqu'à 80% de résultats mesurés. Enfin, les premiers étaient évidemment mesurés, mais cette deuxième catégorie, on mesurait des résultats significatifs avec des vraies évolutions chiffrées. Honnêtement, à l'œil nu, hein, tu le percevais, mais c'était beaucoup moins flagrant que le premier groupe. Et puis, un groupe d'une vingtaine de pourcents, et ça, c'est la règle, je pense, aussi biologique, où objectivement, il n'y avait pas de mesure positive et il n'y avait pas non plus de ressenti. Donc, il y a des gens qui sont non réactifs, non responsifs, on va dire plutôt. Et quand j'avais partagé ça à l'époque, j'étais encore chez Sanofi. On m'avait dit, mais Doliprane, qu'est-ce que tu crois? Il y a plein de gens à qui ça ne fait absolument rien. Ah ouais. C'est la règle de tout principe actif. Donc, tu as effectivement des gens qui sont plus ou moins réceptifs, plus ou moins responsifs à ces différents stimuli. Et la lumière, c'est pareil. Ok, intéressant. Intéressant pour le Doliprane aussi. Ouais, je pense qu'on n'a pas ça en tête. Non. Ok, donc du coup, lumière rouge, lumière bleue. Alors, lumière rouge, voilà. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Lumière bleue, tu la cites. Elle a effectivement un intérêt au niveau plutôt... Alors, oui, ce que je n'ai pas dit que je devrais dire, c'est qu'en fait, ces lumières, elles pénètrent selon leur longueur d'onde et donc selon leur couleur, puisqu'une longueur d'onde égale une couleur, à différents niveaux de la peau. Donc, on a typiquement la lumière bleue, elle est plutôt au niveau de l'épiderme. La lumière verte, elle va être sur la jonction entre l'épiderme et le derme. La lumière jaune va aller dans le derme superficiel. Rouge, on est dans le derme moyen, papillaire. Et puis, sur les infrarouges, on va aller dans du derme profond. Donc, effectivement, et à ces différents niveaux du derme, on va aller aussi targeter différentes cellules et toucher différents chromophores, les fameux panneaux récepteurs qui vont venir accueillir cette lumière. Et pour chaque lumière, en fait, on a un chromophore ou un panneau récepteur différent. C'est pour ça que chaque lumière vient faire quelque chose de différent dans la peau. Une action différente. Okay. Donc, si on revient à donc la rouge, on en a bien parlé. Si on revient à la bleue, effectivement, elle a plutôt une action sur l'épiderme et notamment sur le microbiote. Et elle est bien connue pour cette action sur la bactérie responsable de l'acné, qui est le C. acnes. Alors qu'elle ne va pas venir détruire, c'est toujours la beauté de cette lumière, c'est-à-dire qu'on ne détruit rien, on vient moduler, réguler, équilibrer. Okay. Donc typiquement sur le C. acnes, tu vas venir réduire la surexpression du C. acnes qui est responsable de l'acné, où tu multiplies par 2, 3 les teneurs normales de cette bactérie. Mais pour le coup, on va quand même la garder à un niveau important pour la bonne santé de la peau. Donc voilà, donc C. acnes et le bleu. Le bleu a aussi une action, de façon générale, antibactérienne. Donc ça, c'est vachement bien. Le vert n'est pas très connu, mais hyper intéressant. Nous, c'est une lumière qu'on a beaucoup travaillé. Alors, en combinaison avec les autres, parce que là où elles sont intéressantes, c'est justement en combinaison, parce que chacune fait une part du job. Et la verte, elle est intéressante sur plusieurs aspects. Elle est intéressante sur la vascularisation. Son chromophore, c'est au niveau des vaisseaux, des parois des vaisseaux sanguins, des cellules endothéliales. Donc, une action sur la vascularisation qui est super intéressante. Une action sur la jonction entre ce derme et cet épiderme, jonction dermo-épidermique, qui est absolument aussi stratégique sur la bonne santé et la jeunesse de la peau. Et puis, une action sur la pigmentation. Donc, en fait, nous, on aime beaucoup cette lumière verte. Et c'est pour ça qu'on l'associe dans pas mal de programmes. Donc, ça, c'est vachement bien. Et le rouge, l'infrarouge, pardon. Donc là, on en a plein des infrarouges parce que ça va du proche au lointain infrarouge. Si on parle en nanomètres, on est de 700 et quelques, 750 nanomètres jusqu'à 1500 nanomètres. Donc, on a un gros range d'action. Et ça, c'est des longueurs d'onde que nous, on a toujours associées à d'autres, à du rouge ou du bleu ou du vert, et qui, en général, notamment dans cette histoire de reproduction de ces protéines importantes, et notamment du collagène, viennent réellement renforcer l'action de la lumière rouge. D'accord. Ça, on a vu vraiment cette action-là. Potentialiser l'action de la lumière rouge. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, on est d'accord, ça n'a rien à voir avec les UV. Non. Voilà. Alors oui. Non, mais si on va être précis, les UV, en fait, on va être en dessous de... On va être quoi, 380, 390 nanomètres. Donc, plus le chiffre de ces nanomètres est bas, donc vous vous souvenez, les infrarouges, on est à 1500, plus, en fait, l'énergie de ce faisceau va être élevée et donc destructrice.
C'est pour Ok. ça qu'en fait, les UV, et puis avant ça, il y a les X-rays, les gamma rays, etc., qui ont des valeurs encore plus basses, qui sont très chargées énergétiquement et qui sont très destructeurs. Donc, il y en a plein qui sont filtrés par l'atmosphère et la couche Mhm. d'ozone, fort heureusement, mais on en a quand même certains qui passent, dont Mhm. les UV. Et donc, ceux-là, on sait très bien les identifier, puisqu'ils ont donc des longueurs d'onde bien précises. Et on peut très facilement, bien évidemment, valider, même si c'est qu'une vérification, qu'il n'y en a dans aucune de nos lumières, mais qui sont précisément Oui, c'est calibrés. pas Donc en fait, bien sûr, voilà, c'est pas c'est le pas même du tout les faisceau, quoi. mêmes. C'est pas les mêmes faisceaux et voilà, c'est comme ça qu'on les distingue. Et qu'est-ce que, je sais que vous avez fait beaucoup d'études cliniques, tu es très attachée Mm. et je le comprends évidemment à la démonstration et à prouver en fait ce Mm. qui se passe avec la LED. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner sur, je ne sais pas, par exemple, l'effet que peut avoir la LED sur la tonicité, la Ouais. densité de la peau? Parce que j'ai Mm. souvenir que Mm. tu m'avais montré quelques graphiques ou quelques coupes de Ouais. peau avec des évolutions quand même hyper intéressantes, avec une utilisation régulière. Et ça, on va y venir après. Mais Ouais, ouais. absolument. Écoute, les résultats que j'ai trouvés les plus impressionnants, on a travaillé avec un labo d'études cliniques externe, évidemment, hein, certifié, qui d'ailleurs est basé à Lyon. C'est effectivement des résultats sur la densité. Alors, comment on peut mesurer ça? C'est assez simple. On a utilisé un échographe. Enfin, le labo a utilisé un échographe professionnel qui te permet de voir l'intérieur de la peau et de venir quantifier en fait les zones écogènes et non écogènes. Donc, pour que la zone soit écogène, il faut qu'il y ait de la matière. Donc, il faut qu'il y ait notamment ces protéines dont on parlait, parce que c'est elles qui constituent la matière de la peau. Donc, c'est du collagène, c'est sûr, c'est de l'élastine, c'est de la laminine, etc., etc. Et là, ce qu'on a vu, c'est que en un mois d'utilisation, donc c'est quand même finalement assez court, en moyenne sur nos 40 sujets, on a augmenté la teneur en collagène, en protéines, mais surtout en collagène, de 25% en moyenne, ce qui est honnêtement En un mois, assez c'est très court. remarquable en un mois. Et on rejoint ton histoire sur les plus ou moins répondants. Les plus répondants, on a augmenté de 56%. D'accord. On avait une grosse poignée de personnes où vraiment on a multiplié par 1,5 leur teneur en collagène avec du coup un vrai effet visible sur le repulp, hein, la densité et la fermeté de la peau. On pouvait le sentir, tu vois, au toucher. Et ces mesures, dans ces études, elles sont toujours doublées d'un examen clinique par un médecin. Donc, il travaille en scorage, tu sais, avec des échelles. Ce qui nous permettait, et lui, effectivement, il vient toucher, en fait, comme ça, tu vois, il vient prendre la joue entre son pouce et son index pour en évaluer la densité. En fait. Et lui aussi avait retrouvé ces chiffres de l'ordre de 30 à 35% en moyenne d'évolution. Mais ça passait d'un grade à l'autre en termes de densité. Donc, effectivement, on était, honnêtement, c'était ma première étude, donc j'étais très, très bluffée en me disant, oh, waouh, on l'avait vu sur nos études précliniques, ex vivo in vivo, ex vivo in vitro, où on avait pu mesurer aussi sur de la peau reconstruite de la stimulation de collagène. Mais tant que tu n'es pas sur de la vraie peau de vrai humain vivant, Bien sûr. tu sais jamais ce que ça donne vraiment. Et donc, c'était ma première étude et je m'étais dit, bah, waouh, on tient quelque chose de quand même dingue, hein, qui m'a permis d'aller voir nos investisseurs à ce moment-là. Et alors, qu'est-ce qui fait que la LED va avoir de l'effet? C'est la régularité, c'est la durée d'utilisation, c'est la puissance. Je t'amène là parce qu'il y a aussi ce sujet de comment on choisit sa LED, comment on l'intègre dans sa routine. On peut faire on peut en fait utiliser la LED en cabinet. Tu parlais des panneaux de LED qui sont quand même, alors pas tous, mais quand même certains, quand ils sont bien sélectionnés, assez puissants en cabinet. Bon, ça nécessite d'y aller très régulièrement. À la maison, évidemment, on a un appareil comme Light in Derm, les masques, dont on entend quand même beaucoup parler aussi. Voilà, comment on choisit, comment on intègre dans sa routine pour qu'il y ait de l'effet, en fait. Carrément. Alors, c'est effectivement un mix des trois que tu citais. Je démarrerais quand même probablement par l'intensité en 1. Donc, il y a 3 variables. En fait, il y en a 4. 1, c'est la longueur d'onde, on vient d'en parler, c'est-à-dire qu'il faut choisir des longueurs d'onde, effectivement, qui vont correspondre à ce que tu attends aux besoins. 2, l'intensité. 3, c'est la durée que tu vas appliquer par séance. 4, c'est la fréquence. Et en fait, 5, on en parle rarement, mais c'est aussi la façon de pulser ou pas cette lumière, qui a aussi un impact. Et effectivement, nous, ce qu'on a fait à l'hôpital Cochin pendant 2 ans, c'est qu'on a testé 12 longueurs d'onde pour lesquelles on a fait varier tous ces paramètres, presque à l'infini. On a fait plus de 500 essais de cas différents.
Et ça nous a permis de comprendre plusieurs choses. La première, c'est que, évidemment, dans l'ordre d'importance, la couleur, la longueur d'onde. Ensuite, c'est quand même l'intensité. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois dans cette fenêtre d'activation. Donc, en dessous d'un certain seuil, tu n'actives pas suffisamment la cellule, donc ça ne sert à rien. Mais au-dessus d'un certain seuil, c'est un peu, je prends toujours cette image des plantes à nouveau, tu sais, quand elles sont trop exposées à la lumière, elles vont finir par griller et en fait, ou faner ou flétrir, et ça sera finalement contre-productif. Donc, tu as besoin d'avoir une intensité qui est dans ce qu'on appelle dans cette fenêtre d'activation et d'essayer d'aller trouver l'optimum de la fenêtre d'activation. Donc, c'est quand même un minimum. Donc, ça veut dire qu'il y a un danger avec la LED ? Alors, est-ce qu'il y a un danger ? En tout cas, tu peux avoir un effet contre-productif au bout d'un moment. C'est-à-dire que même si je ne pense pas que tu puisses arriver à brûler quelqu'un, il faudrait rester des heures, ce que personne ne ferait. Mais en tout cas, tu vas aller déclencher des mécanismes antagonistes qui vont finalement annuler l'effet bénéfique que tu auras. Tu sais, sur ton premier flash, tu vas aller déclencher les choses positives. Et puis après, la peau étant toujours, tu vois, en rééquilibre permanent, tu vas aller déclencher des phénomènes antagonistes qui parfois seront contre-productifs au bout d'un moment. Donc, intensité. Donc, nous, ce qu'on a vu, ça se mesure. On est un peu technique, là, mais bon, bref. Ouais. En watts par centimètre carré. Donc, c'est l'intensité, c'est la puissance. Est-ce que c'est fort, est-ce que c'est pas fort ? Là, on a des valeurs qui sont très, très claires et qu'on a respectées. Ensuite, en 2, effectivement, ça va être le temps d'illumination. Et là, on s'est rendu compte que finalement, des temps courts sur des puissances assez élevées étaient finalement très efficaces, ne serait-ce que parce que comme ça, tu déclenches pas les effets antagonistes dont on parlait, les effets contre-productifs. On s'est rendu compte que de micropulser la lumière, c'était aussi plus efficace, donc on a fini par la micropulser. Et puis, en termes de fréquence, on a essayé aussi différentes choses. Et là, je pense qu'en vrai, c'est un peu plus flex. C'est pour ça que toi, tes LED aussi en cabinet, tu dois avoir des choses intéressantes. Mais nous, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, la régularité, probablement aussi liée à l'intensité qu'on avait et au temps d'usage qu'on avait, où nous, on est vraiment sur 3 minutes par jour. On s'est rendu compte qu'effectivement, la régularité avait du sens. Et en fait, elle s'explique parce que finalement, c'est chaque jour que tu vas devoir stimuler cette fameuse mitochondrie qui donne de l'énergie à tes cellules. Donc, c'est chaque jour que tu dois faire le plein d'énergie, de la même façon que tu vas petit déjeuner, 3 fois par jour. Et puis, c'est aussi chaque jour que tu vas devoir casser ces cascades inflammatoires qui s'accumulent dans la journée avant que ça ne crée des dégâts dans tes cellules. Il faut réparer au plus près, en fait, du dommage, quel qu'il soit. Donc, pour toutes ces raisons, la régularité quotidienne nous paraissait importante d'un point de vue scientifique, et c'est ce qu'on a vérifié effectivement dans nos études. Oui, et après, effectivement, en cabinet, c'est pour moi un peu différent. C'est-à-dire que typiquement, chez 16 mai, on a des panneaux LED. On va les utiliser de manière assez ponctuelle en post-soin, en post-traitement, sur des actes qui vont peut-être un peu agresser la peau pour apaiser en fait la peau. On a quelques personnes qui viennent de manière régulière, mais là, il faut vraiment venir 3 fois par semaine, idéalement. C'est ça. Si c'est 1 fois par semaine, c'est déjà mieux que rien, mais en réalité. Donc c'est pas la même. Je pense que c'est pas du tout la même approche en fait. Voilà, pour moi, il me paraît évident d'avoir ces panneaux en post-acte et puis à la maison en fait pour prolonger les effets des soins qui peuvent être faits en médecine esthétique en cabinet ou ne pas faits quand on n'en a pas besoin et pas l'envie, bien sûr, mais en tout cas l'avoir à la maison. Et ça me fait un lien avec ce qu'on se disait quand on parlait de cet épisode. Pour moi, c'est finalement un acte alors réparateur, mais aussi préventif. Je ne sais pas si c'est plus réparateur que préventif, la LED, mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est de se dire que finalement, on peut faire des choses en cabinet ou pas, une fois de plus, mais que par contre, prendre soin de soi de manière générale, que ce soit pour la peau ou d'autres choses au quotidien, c'est quand même se donner toutes les chances de avoir une peau ou un corps de manière générale qui évolue bien. On parlait de biohacking quand on s'est parlé. Tu me donnais une info hyper intéressante, une stat sur en fait ce qui était déterminé par nos gènes et ce qui en fait dépendait de notre mode de vie. Est-ce que tu peux me redonner ça parce que je l'ai plus en tête? Mais oui, absolument, parce qu'en fait c'est quand même d'abord c'est hyper prometteur parce que les stats sont les suivantes. On te dit que, c'est démontré par ces chercheurs là de l'université de Stanford qui bossent sur la longévité.
et qui disent que finalement 20% de ton vieillissement est dans tes gènes et 80% est dans ton life, dans tes mains. Donc ça va être dans ton style de vie, dans la façon dont tu vas te nourrir, bouger ou pas, ce que tu vas faire sur ta peau, les traitements médicaux que tu vas pouvoir mettre en place, etc. etc. Donc finalement, et c'est très prometteur puisque finalement c'est dans nos mains. En fait, je trouve que c'est génial parce que là, on se dit qu'on a une action énorme possible. Alors, ça peut être flippant pour certains. Ça met un peu la pression en même temps. Mais en même temps, moi, je trouve qu'à l'inverse, ça veut dire qu'on a une possibilité incroyable en prenant soin de nous pour bien vivre, bien vieillir, en fait. 20% en 80, enfin, le 20-80, il est fort quand même. Il est fort. Et il y a même certains qui allaient jusqu'à 85-15, tu vois. Et c'est plutôt les plus récents. Donc, tu vois, plus ils avancent, plus ils se rendent compte que finalement, on va pouvoir influencer assez largement la façon dont les cellules vont se maintenir en bonne santé et vieillir plus ou moins rapidement. En tout cas, dans un état fonctionnel plus ou moins optimal, ça c'est certain. Ouais. Non, et du coup, sur la peau, évidemment, il y a l'alimentation, le sommeil, l'hydratation. La LED qui vient optimiser tout ça. Tu as d'autres choses en tête, toi, des choses que tu utilises peut-être à la maison ou pas, ou qui viennent comment dire, soutenir en fait l'évolution de la peau? Oui, alors oui, c'est intéressant. Donc de la LED, je t'en parlerai effectivement parce que c'est la première chose que je fais moi tous les matins et tous les soirs. Donc c'est sûr que probablement ça démarre par là. Je suis assez adepte de plein de compléments alimentaires, donc j'ai testé pas mal de choses, mais notamment en lisant ce bouquin là du professeur Sinclair là de Stanford, où lui te parle. Alors le nom est barbare. Je voudrais pas l'écorcher. C'est la nicotinamide de mémoire, donc c'est un précurseur de niacinamide. Alors c'est rigolo parce que nous on l'avait vu au niveau de la peau en topique, mais manifestement en voie orale aussi, quand tu te prends en complément alimentaire, ça joue aussi vachement. Moi je prends aussi de la vitamine D3 combinée à de la K2 aussi toujours aussi going. technique. Ouais, c'est assez technique, mais en fait c'est vrai que moi je crois assez aux choses qui sont démontrées scientifiquement. Donc ça, c'est vrai que je fais. Et puis après, évidemment, la première chose, c'est de se protéger des UV parce que ça reste quand même le premier ennemi. Donc ça, je le fais aussi avec beaucoup de sérieux. Je n'ai pas trop le choix, mais... Crème solaire, chapeau. En fait, il y a un moment, il faut vraiment de l'ombre. La crème solaire, c'est vraiment quand je ne veux pas rester à l'ombre et que j'ai trop envie d'aller faire un tour de surf ou de planche à voile. Et encore, même là, si tu veux, je suis capable de mettre une espèce de cagoule. Mais moi, je suis un peu extrême. Mais effectivement, il faut savoir profiter du soleil. Il n'y a pas de sujet. Il y a plein de bonnes choses. Mais c'est vrai que c'est quand même une des premières sources de dommages et de vieillissement. Ça, c'est certain. Ouais, complètement. On parle justement de régularité pour la LED. Et je trouve que, personnellement, je trouve que c'est pas facile d'avoir cette régularité. La LED, c'est une chose. Il y a aussi le massage de la peau qui est hyper intéressant pour stimuler justement les fibroblastes, etc. Moi, je trouve que c'est pas facile de trouver ça dans sa routine, en fait, d'intégrer ça dans sa routine quotidienne. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un... plus ou moins, évidemment, mais dans un monde qui va un peu vite. On a des vies bien remplies. S'accorder ces 3 minutes ou ces temps, si c'est en cabinet, c'est 20 minutes 2 fois par semaine. Enfin, c'est quand même savoir dire stop, appuyer sur le bouton pause pour pouvoir prendre soin de soi. Comment, toi, tu perçois les choses? Est-ce que finalement, c'est pas la LED et toutes ces petites choses? Ça peut être le brossage à sec, si on parle, par exemple, du drainage lymphatique. Enfin, il y a plein de choses qui vont faire du bien à notre corps dans ces routines. Est-ce que c'est pas... oui, presque un acte à faire en pleine conscience pour se relier à soi-même, enfin, si on tire le fil un peu plus loin. Et comment vivent tes clientes? Comment elles le vivent? Elles arrivent à intégrer dans leur routine ces 3 minutes? Qu'est-ce qu'elles te rapportent de ça? Oui, absolument. Alors, non, mais là où tu as raison, c'est que c'est l'obligation de ralentir. Et parfois, il faut avoir un petit support pour s'obliger à ralentir. Et l'obligation de prendre soin de soi, sachant que c'est vital et ça change la physionomie de la journée qui va suivre. Donc, qu'est-ce que nous racontent nos femmes? Alors déjà, c'est drôle parce que je viens de sortir ces statistiques-là. Elles sont vraiment dans cette régularité d'usage
Et ce qu'elles nous disent, c'est qu'au départ, elles sont à fond sur les résultats. C'est-à-dire qu'avant tout, elles utilisent ce truc, mais qui pourrait être n'importe quoi pourvu que ça marche, en termes de forme, en termes de sensations, donc elles sont vraiment sur de la performance et c'est ce qui les amène en un à ce geste-là. Performance qu'elles voient au bout d'un mois, certaines il leur faut 1 mois et demi, 2 mois, mais en tout cas qui s'installe et qui est là. Et une fois que la performance est installée, c'est effectivement le plaisir du soin de soi et de ces 3 minutes qu'elle s'accorde chaque jour qui presque prend le pas. Donc, bien évidemment, elle continue à avoir des résultats et elle voit bien, surtout quand elles arrêtent, en fait, elle voit la différence. Donc, elle continue à l'avoir. Donc, bien sûr, cet aspect performance est extrêmement important. Mais au-delà de ça, c'est devenu cette petite addiction dont elle me parle, de ces 3 minutes pour moi qui sont presque de l'ordre du geste hygiénique, enfin le mot est pas joli, mais de ce respect de soi-même. Nécessaire, en tout cas. Nécessaire. Oui, ça devient quelque chose d'assez central, d'assez essentiel. Alors que tu pourrais te dire que bon, c'est, tu vois, cerise sur le gâteau. En fait, non, ça prend une place absolument fondamentale dans leur routine et dans cette espèce de sanctuarisation du temps pour elles. Elles me disent, mais moi, quand je commence mon Light in Herb, je ferme la porte de la salle de bain, je dis aux enfants, personne ne rentre et je ferme les yeux et poum, ma séance démarre. Et donc, il y en a, après, les expériences sont variées. Il y a celles qui font le vide et qui pensent à rien. Il y a celles qui, au contraire, rassemblent les idées importantes de la journée et se préparent, et moi, c'est mon cas, à se dire qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui si j'ai que 3 trucs à faire. Et certaines mettent des mots là-dessus. Elles me disent, c'est un peu comme de la skin méditation ou mes 3 minutes en pleine conscience pour ma peau, où j'ai l'impression que je sens quasiment mes petites cellules vibrer. Je rentre en contact avec le vivant de ma peau. Donc, on a plein de verbatims comme ça qui sont assez rigolos. Que j'attendais pas forcément, parce que moi, je suis rentrée sur une logique de performance en me disant, ça marche et punto. Et finalement, elles sont... voilà, il y a un investissement un peu dans notre ordre, dans ce geste quotidien régulier, dans cette routine qui s'installe et qui est vraiment là pour elle. C'est magique canon d'avoir créé ça. Enfin, je trouve que c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est un outil qui, finalement, va permettre de se reconnecter à soi. Exactement. D'une certaine manière. Ouais, aller beaucoup plus loin que ce que tu imaginais, en fait. Je trouve que tu vois, ça fait un petit peu écho avec ce qu'on voit chez 16 mai. Alors, celles, par exemple, qui viennent faire un massage, tu vois, régulièrement, on nous dit, mais en fait... j'ai intégré dans mon planning quelque chose de régulier, un soin un peu régulier. Et certaines nous disent, mais je me suis reconnectée à mon corps, mais à moi-même, en fait. Donc, on part de... alors, avec le massage, on part quand même d'une volonté de bien-être. Mais parfois, c'est pas du massage. Certaines viennent pour des peelings, de la mésothérapie. Donc là, on n'est pas dans un acte... alors, c'est pas du tout douloureux, mais je veux dire, on n'est pas dans un moment une papouille, quoi. Cocon. Voilà, exactement. Et en fait, le plus fort, il n'y a pas très longtemps, là, on me dit, mais en fait, je me suis reconnectée presque avec mon âme, quoi. Et j'ai trouvé ça presque surprenant. Et en même temps, elle me dit, mais non, je me suis réalignée. Ouais. Et je crois qu'il y a cette volonté aussi. Et finalement, derrière toute cette vague énorme du bien-être, mieux-être, de l'attention qu'on va porter à nos corps, à nos visages, à notre peau, parce que alors après il faut pas tomber dans l'extrême, je trouve, de il faut que je fasse ça. Oui, ça doit rester un plaisir. Ouais, je trouve que voilà. Un truc mais je un trouve peu, que derrière un peu cette fluide. vague-là, il y a peut-être une volonté de se reconnecter à l'essentiel. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je le ressens. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et effectivement, tu disais connexion à l'âme, il y a un petit côté méditatif. Tu vois, il y en a qui me parlaient de skin meditation. Tu vois, c'est effectivement une reconnexion à un moment où le temps s'arrête quand même. Puis tu n'as pas besoin de réfléchir parce qu'il y a un début puis il y a une fin marquée par le bip bip de fin. Et c'est un moment où le temps est un peu plus épais que, tu vois, qu'à d'autres moments. Moi, je trouve ça magique. Et ça me fait penser, tu sais, à une citation de Mathieu Le Hanner, parce que c'est Mathieu Le Hanner dont on a refait voler la soucoupe, pardon Mathieu, la vasque, tu sais, qui a décollé des Tuileries là. Et en fait, donc c'est Mathieu Le Hanner qui a designé cet appareil. Et au moment de penser son design, il avait écrit un petit texte, parce qu'il est très concept avant de passer au geste de dessin, Mathieu. Et il m'avait dit, mais en fait, je vais concevoir quelque chose qui sera un trait d'union entre ta main et tes cellules. Et j'ai trouvé que c'était hyper joliment dit. Et c'est un peu ce qui se passe. C'est un peu le support, si tu veux, de ce geste que tu te fais à toi-même en direction de tes cellules de peau. Donc oui, il y a quelque chose une autre dimension, effectivement.
qu'on touche. Je trouve ça chouette, en fait. Même dans une dimension, alors c'est pas le sujet du jour, mais entrepreneuriale, de se dire qu'en fait, on va plus loin que ce qu'on imagine au départ. Exactement. Et quand on permet au monde d'aller mieux, c'est quand même vraiment génial, quoi. Enfin, Ouais. voilà, moi, je le ressens vraiment comme ça. Alors, est-ce que quand on préparait cet épisode, on se disait que vraiment cette lumière, elle avait une puissance qui était encore méconnue, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on en parle aujourd'hui. Est-ce que toi, tu penses qu'elle pourrait, qu'elle a une place qui devrait être beaucoup plus importante dans la santé, en fait? C'est sûr. En fait, on a, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Je vais rien en faire immédiatement, mais j'ai lu beaucoup de choses sur la lumière, et notamment, il y a des travaux en cours sur la lumière et le cerveau qui sont quand même assez impressionnants. Alors, lumière rouge, infrarouge, parce que pour le coup, il faut quand même aller relativement profondément. Il y a une action aussi qui est maintenant assez connue sur les articulations, sur les muscles. Mais moi, c'est celle sur le cerveau qui m'intéressait le plus. Donc, c'est sûr que ces rouges infrarouges, en tout cas, ils ont cette capacité d'aller justement, on parlait de biohacking, mais d'aller effectivement stimuler certains fonctionnements cellulaires innés. On va rien faire de bizarre, on va rien déprogrammer. On va pas implanter de puce. Voilà, on n'implante rien, on fait pas faire des choses bizarres que les cellules seraient pas conçues pour faire. Mais en tout cas, on va venir orienter, booster un fonctionnement cellulaire, que ce soit dans différents organes, pour autant que la lumière pénètre jusqu'à cet organe-là. Donc oui, il y a plein. Tout ce qui est au niveau du microbiote, aussi de l'intestin, il y a aussi plein de choses qui pourraient s'imaginer de l'intérieur en ingérant des choses qui ensuite diffusent cette lumière, tu vois, vraiment au niveau des voies digestives, ou de l'extérieur quand la pénétration est possible par le rouge infrarouge. Il y a déjà des applications de ça, des choses qui existent, Écoute, ou c'est en travaux? Alors, j'ai pas vu de produit vraiment encore développé, mais peut-être que, tu vois, il m'aurait échappé en Asie ou aux US. Mais non, c'est un champ d'investigation qui est encore très ouvert. Et quand tu vois que ça joue aussi, tu sais, ça c'était les toutes premières exploitations de la lumière, c'était sur la dépression saisonnière dans les pays du Nord. C'est le premier qui a bossé là-dessus, c'était, je crois, un Finlandais. En 1900 et quelques, et effectivement, tu as une action qui lui l'avait bien caractérisée sur la dépression et donc le mood. D'où la luminothérapie. D'où la luminothérapie. Qui était classique, entre guillemets, en hiver, j'ai mes lampes. Et ça me fait un coup de boost. Ouais. Donc, il doit y avoir effectivement, au-delà de l'effet bien-être lié à la lumière, il doit y avoir effectivement des activations de neuromédiateurs, ou que ça passe par la rétine, que ça passe par la peau, en fait, en réalité, qui est une rétine à minima. On ne sait pas toujours par où ça passe, mais c'est sûr qu'il y a une action assez large. Passionnante, ouais, c'est un truc. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais. Bon, merci. Merci beaucoup. J'ai une dernière petite question rituelle. Quelle est la dernière plus belle chose que tu aies vue? Ah, waouh! Alors, écoute, il y a 2 jours, j'ai eu l'occasion de revisiter Notre-Dame, que j'avais jamais vue depuis qu'elle avait été restaurée. Et c'est vrai que j'ai été assez bluffée. C'est vraiment un travail, notamment tous les vitraux, là, les rosaces, ils ont fait un travail qui m'a assez émue, en fait, pour tout te dire. C'est l'émotion que tu peux ressentir, où tu as presque les larmes aux yeux devant quelque chose de vraiment beau. Et puis, je me suis surtout dit, mais ils ont fait ça en 4 ans. J'ai imaginé que c'était vraiment des artisans, mais d'un super niveau, qui avaient mis leur cœur à l'ouvrage dans cette reconstruction. Et ouais, tout ça m'a créé pas mal d'émotions. Ouais. Puis c'est ce passé présent que tu vois dans Notre-Dame, parce que c'est quand même toute l'histoire, et il y a plein d'éléments qui appartiennent encore évidemment au bâti du passé, mais avec des choses qui ont été faites récemment. J'ai trouvé que c'était canon. Ok, super, merci. Mille merci pour cet échange. Avec plaisir. Merci Agathe, à bientôt. Ce que je retiens de cet échange avec Géraldine, c'est que la lumière peut être bien plus qu'un outil technique. C'est un message, un signal précis envoyé à la peau pour l'aider à réparer, à mieux vieillir sans l'agresser. On aura compris aussi que toutes les LED ne se valent pas, que la science a validé des effets très concrets à condition de savoir ce qu'on fait. Et que prendre soin de sa peau, c'est pas céder à une injonction esthétique, c'est parfois résister. Résister à l'accélération, à l'oubli de soi, à l'ultra-consommation du soin et revenir à l'essentiel. L'attention, la régularité, la conscience. Merci Géraldine d'avoir partagé avec nous ta vision, ta science et ton expertise intime de la lumière.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser un commentaire. Ce simple geste nous aide à faire résonner notre message plus loin et peut, qui sait, aider quelqu'un d'autre à se sentir bien à son tour grâce à vous. Et surtout, retenez ceci, se sentir bien, c'est un choix personnel, pas une affaire d'opinion. À très bientôt pour un nouvel épisode.